Bien, chers consoeurs, chers confrères, en vous remerciant d'avance pour l'intérêt que vous avez pris au moins à mon titre, qui a suscité des interrogations. Je l'ai d'ailleurs un petit peu précisé. La palisse avant la palisse sera une bonne part de mon intervention et j'ai sous-titré « Retour aux sources », ce qui est tout aussi sibyllin. Je dois aussi vous avertir que, vous savez que j'ai souvent des interventions fort longues que je coupe, et ici j'ai vraiment beaucoup coupé, donc n'hésitez pas sur les questions, je suis à peu près à la moitié de mon exposé d'origine. Je pense que tout restera compréhensible malgré les coupes, mais pour la caméra, contrairement au discours politique, ce n'est pas le prononcé qui fait foi, c'est le texte écrit. Voilà, ceci dit, mon intérêt pour les types littéraires véhiculés par les chansons que vous connaissez m'a tout naturellement conduit à La Palisse, personnage de chanson inspiré par Jacques II de Chabannes, 1470-1525, seigneur de La Palisse en Bourbonnais et de multiples autres lieux que j'énumère en note. Tout semble avoir été dit sur lui, me direz-vous. Chacun admet aujourd'hui qu'une double confusion a terni l'image de ce maréchal de France, mort à la bataille de Pavie, pour lui faire débiter de ridicules évidences. C'est vrai. Mais celui qui remonte aux sources invoquées se trouve face à des citations tronquées, des hypothèses érigées en certitude, des affirmations non démontrées, des sources inexploitées. Un minimum de critique historique amène à nuancer les affirmations péremptoires, ce à quoi je consacrerai la première partie de cette intervention. J'ai entrepris dans un deuxième temps de remonter à ces sources, voire au-delà, car on n'a pas attendu la palisse pour dire de la palissade, ce qui m'a amené, dans un troisième temps, à m'interroger sur des concepts souvent présentés comme synonymes, lieu commun, truisme, tautologie, bathologie, périssologie, pléonasme, pétition de principe, etc. Voici tout d'abord, en 4 actes, la légende unanimement admise et les remarques qu'elle m'inspire. Acte 1. En 1525, les soldats de l'illustre maréchal auraient composé une complainte en sa mémoire. La chanson se voulait à sa gloire, mais elle aurait fini par prêter à rire par sa naïveté ou par un accident linguistique. Elle se compose, selon les versions les plus anciennes, de 2 à 6 couplets, dont le premier, le plus célèbre, contient de nombreuses variantes. En voici la plus ancienne version, publiée en 1717. Hélas, la palisse est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il serait encore en vie. Difficile d'y voir une chanson à la gloire du défunt. Les pétitions de principe sont ici assumées, et assumées sur les 2 ou les 6 couplets. Personne ne semble alors s'en offusquer. Une mention un peu mystérieuse nous apprend même que la complainte se chante en jouant du doigt, dans une mise en scène goguenarde et peut-être même obscène. C'est le XIXe siècle qui a trouvé la chanson irrévérencieuse. Dans un premier temps, on met en cause l'humour soldatesque, la maladresse de l'auteur ou l'ingénuité populaire dont a aussi souffert un Malbrook. Mais personne ne pense à retrouver un état originel. Après 1850, on se demande si l'évolution de la langue n'a pas altéré l'intention primitive. Une première théorie joue sur un sens ancien de l'expression « être en vie » et s'appuie sur une variante attestée depuis le XVIIIe siècle. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Loin de constituer une niaiserie risible, cette version peut se traduire sans trahir le texte par « il s'est battu vigoureusement jusqu'à la mort ». L'Académie entérine en effet en 1792 l'expression « mourir tout en vie » pour dire « mourir dans un état où on est encore plein de force ». Cette explication date, pour ce que j'en ai retrouvé, de 1873 et concerne ses partisans. Elle se heurte cependant à une difficulté majeure. Les 5 autres couplets de cette version sont également parodiques. Il est difficile d'invoquer une évolution de la langue qui aurait affecté le seul dernier couplet.
Une seconde hypothèse suppose une confusion entre envie en deux mots et envie en un mot. Elle nécessite une réécriture du dernier vers. Je l'ai trouvé en 1854 sous cette forme. Un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore envie. Et en 1889, sous celle-ci, hélas, s'il n'était pas mort, il ferait toujours envie. L'idée est ingénieuse, car elle ne change en fin de compte qu'une lettre au texte de 1717. Aussi s'impose-t-elle jusqu'à nos jours. Ces conjonctures postérieures à 1850 s'entendent donc pour affirmer qu'il existait un couplet primitif, célébrant soit la vaillance du maréchal jusqu'à sa dernière heure, soit l'envie qu'il suscitait de son vivant. Il aurait circulé oralement pendant près de 2 siècles. Pourquoi pas? La plupart des chansons populaires sont connues par des manuscrits du XVIIIe siècle ou des enquêtes du XIXe. Mais il faut aussi admettre que ce couplet n'a été noté que dans une version déformée et que les couplets suivants, dont on ne parle jamais, aient subi le même sort. Admettons provisoirement cette hypothèse. Une autre difficulté surgit aussitôt. La chanson a-t-elle été improvisée par les soldats de Pavie? Les tenants de cette conjoncture croient avoir retrouvé la complainte d'origine, dont voici les 3 premiers quatrains dans le recueil Maurepas. Le premier est exactement le même. Hélas, la Palisse est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il serait encore en vie. Deuxième, quand le roi partit de France, à la malheur il partit, il en partit le dimanche et le lundi il fut pris. Troisième, il en partit le dimanche et le lundi il fut pris. Rends-toi, roi de France, rends-toi donc, car tu es pris. On voit tout de suite qu'il s'agit d'un montage. Le premier couplet et les suivants ne présentent pas la même alternance des rimes ou des assonances masculines et féminines, et donc ne peuvent se chanter sur le même air. Tous les couplets, à partir du deuxième, forment d'ailleurs une chanson à reprise, les 2 derniers vers d'un couplet constituant les 2 premiers vers du suivant, ce qui n'est pas le cas du premier. Ils ne contiennent aucune pétition de principe. Et surtout, ils n'ont pas le même sujet. Ils sont tout entiers consacrés à la captivité de François Ier à Madrid. L'anachronisme est ici patent. Les soldats qui ont escorté le corps de la Palisse d'Italie en France, en avril 1525, ne pouvaient avoir connaissance du transfert du roi en Espagne en juin de la même année. Mon impression, c'est donc qu'en transcrivant une vieille chanson sur Pavie, le copiste ne pouvait ignorer celle qui, depuis 1717, était bien plus connue. La preuve de ce montage apparaît dans un autre manuscrit du XVIIIe siècle, le recueil de Castres, qui lui n'est pas sur Gallica, donc qui est plus rarement consulté. Or, ce recueil contient les 2 chansons bien séparées et sur des airs différents. S'il y a eu une chanson composée dans les camps, ce qui n'est pas impossible, ce n'est en tout cas pas celle-ci. L'idée d'ailleurs n'est pas innocente. Au XIXe siècle, elle est calquée sur la théorie des cantilènes développée par Gaston Paris à la même époque, de même qu'une chanson sur la mort de Roland aurait été composée par les compagnons d'armes de Roncevaux et transmise oralement pendant 3 siècles. Une chanson sur la Palisse ne se serait pas transmise de bouche à oreille du camp de Pavie à l'éditeur ordinaire de Louis XIV. C'est en fait le romantisme qui a engendré la légende avant qu'on ne cherche des preuves pour la confirmer. Passons à l'acte 2. Marie de Melun, veuve du maréchal, se serait inspirée de cette chanson pour l'épitaphe du tombeau qu'elle a fait édifier à son mari vers 1530. Voici cette épitaphe sous la forme que lui a donnée le XXIe siècle. Si Gilles, le seigneur de la Palisse, s'il n'était pas mort, il ferait encore en vie. Si elle était authentique, la preuve serait irréfutable. Hélas, les éléments du tombeau ont été dispersés. Nulle trace de l'épitaphe, ni de la volonté de la veuve de s'inspirer d'une chanson de soldat dont le style n'est pas celui des monuments funéraires. Il faudrait en outre admettre qu'elle ait commandé un texte en français, sans quoi la confusion serait impossible entre les lettres. La langue vulgaire est certes attestée depuis le XVe siècle dans l'usage funéraire, mais les classes supérieures y répugnent. Une étude réalisée sur les épitaphes lyonnaises montre que, je cite, la langue latine est efficace, même incomprise, surtout incomprise,
parce que se rapportant à un personnage d'autorité autorisé à être énoncé en latin. On peut déjà s'étonner de ce choix. Mais la confusion va plus loin. La source invoquée, car on a bien entendu retrouvé une source à cette épitaphe, est bien répertoriée. Il s'agit d'un éloge de la Palisse publié en 1643 par le baron de Fourquevaux. Le voici: Chabannes, jusqu'au dernier jour, a choisi ce lieu pour ses jours, ayant forcé maintes murailles, conquête à conquête, ajoutant: il est mort, un jour de bataille, ne doit-il pas être content? Qui, servant son roi, perd la vie, au lieu de pitié, fait envie. Voilà donc la Palisse associée à l'envie, preuve irréfutable de cette tradition. Hélas, cette épitaphe n'est en aucun cas celle du tombeau. Voilà en effet comment Fourquevaux l'introduit. Si je savais le lieu où Messire Jacques de Chabannes est enseveli, je lui léguerais ce tombeau. Le terme tombeau doit se prendre ici dans son sens du XVIe, XVIIe siècle, hommage posthume. Non seulement donc Fourquevaux reconnaît avoir lui-même composé cette épitaphe, mais il admet n'avoir pas vu le sépulcre dont il ignore la localisation. Peut-être, objectera-t-on, Fourquevaux s'est-il inspiré de la chanson qui aurait encore circulé en 1643. Cela se heurte à plusieurs difficultés. Chez celui-ci, c'est par sa mort que la Palisse fait envie. Il connaît une mort glorieuse au service du roi. Dans la chanson, c'est par sa vie et sa bravoure qu'il ferait envie. Le glissement d'une version à l'autre est certes possible, mais la nuance est de taille. Par ailleurs, le lien entre la mort et l'envie, comme la rime vie-envie, font partie de l'éloquence du temps. Fourquevaux a pu se souvenir tout simplement du Cid, qu'on est digne d'envie quand avec la force on perd aussi la vie, ou de l'épitaphe de Du Bellay pour Henri II, tant aimé dans chacun pendant qu'il fut en vie, que les dieux mêmes étaient pour lui porter envie. L'opposition entre l'envie et la pitié due à un mort se retrouve dans un poème de Moissan sur Brutus, digne d'envie autant que de pitié. Il est donc difficile de trouver dans la présence de ces lieux communs chez Fourquevaux une preuve de l'origine de la chanson. Cerise sur le gâteau, il existait une autre épitaphe dont je vous épargne la lecture, retrouvée dans les archives de la famille et sans rapport avec la chanson. On ne peut donc que récuser le témoignage de Fourquevaux. Il ne s'inspire ni de l'épitaphe gravée sur la sépulture, qu'il n'a pas vue, ni de la chanson, qu'il ne cite pas. Je pense que cette hypothèse repose sur une confusion entre les deux sens du mot tombeau au XVIe et XVIIe siècle. Sur le sépulcre, l'épitaphe est le plus souvent en latin. Le tombeau littéraire s'écrit aussi en français. Acte 3. Point d'orgue de la démonstration. Une confusion serait apparue à une date indéterminée, donc postérieure à 1643, entre serait, toujours en vie, et ferait, toujours en vie. La vieille graphie du S en début ou au milieu du mot, qui ressemble à un F sans barre, aurait engendré cette erreur. J'ai trouvé cette hypothèse en 1889, chez Ernest d'Hervilly, écrivain, dessinateur, journaliste, mais sans aucune formation paléographique. Ami Tringot, effectivement, et Dugo. Elle fait depuis autorité. Examinons-la de plus près, car elle est séduisante, à défaut d'être convaincante. La confusion entre le S long et le F peut effectivement se rencontrer, surtout dans les chansons copiées à la hâte, comme se plaint le recueil de casques, par des domestiques ignorants ou par des écrivains à 4 sols du sang vert qui ne cherchaient qu'à avancer et ne s'embarrassaient point de l'exactitude. De fait, j'ai croisé de ces coquilles au XVIe siècle, mais je n'ai vu que très rarement et aucune qui entraîne une telle équivoque. Une attention particulière est en effet portée à cette lettre S et F. Il y a de quoi, effectivement, être très vigilant, puisque S et F symbolisent respectivement les sols et les francs, et qu'il faut 20 sols pour faire un franc. Aussi Panurge, chez Rabelais, accuse-t-il les financiers d'allonger les S pour multiplier par 20 leurs profits. Si la confusion des deux lettres est possible, l'attention est d'autant plus grande. Acceptons encore cette inadvertance.
Elle est bien sûr possible qu'à l'écrit, mais non à l'oral, où les sons S et F sont bien distincts. On serait donc forcé d'admettre, outre la disparition de la tradition orale, celle de toute tradition écrite pendant près de 2 siècles, puisque seule celle-ci peut expliquer la confusion des 2 graphies. L'hypothèse, me semble-t-il, perd beaucoup de sa force. Examinons malgré tout jusqu'au bout l'hypothèse d'une chanson antérieure à 1717. Même si elle est perdue, son existence peut être attestée par son timbre, l'air sur lequel elle est chantée et que lui empruntent d'autres chansons. Je m'étonne que la piste n'ait pas été suivie. J'en ai fait trouver 3 attestations du timbre de la palisse entre 1673 et 1717. On peut même reculer raisonnablement son apparition. Certains airs ont circulé une 50aine d'années sans laisser de traces. Si c'était le cas, la plus ancienne mention datant de 1673, on peut supposer une apparition dans les années 1620. Cela nous rapproche déjà de la date de la bataille, mais il resterait un bon siècle sans aucun témoignage. Par ailleurs, le timbre ne conservant que l'incipit de la chanson, il est impossible de dire si cette niaiserie y figurait bien. Jusqu'à la découverte d'un témoignage antérieur, tout cela reste bien maigre. En résumé, c'est sur une double disparition que repose le postulat, celle des paroles pendant près de 2 siècles et celle de l'air pendant au moins 1 siècle. On n'explique pas, enfin, que lorsque la chanson est éditée en 1717, elle comporte 2 couplets ironiques. Le second ne peut en aucun cas s'expliquer par une coquille. Hélas, s'il ne fut point mort, il n'eut point perdu la vie. Aussi ingénieuse soit-elle, cette hypothèse ne me convaincra pas sans une argumentation plus étayée. Acte 4, plus subtil. La chanson ainsi déformée, avec désormais la célèbre La Palissade, qu'il serait encore en vie, arrive aux oreilles d'un académicien facétieux, Bernard de Lamonnois. Quelle aubaine! En 1715, celui-ci publie une édition augmentée de Ménagiana, recueil de bons mots de Gilles Ménage. Il y ajoute quelques poèmes de sa main, parmi lesquels une chanson destinée à illustrer ce qu'il appelle le style niais, une des formes du burlesque. Elle met en scène le fameux La Galice, présenté comme un homme imaginaire en 50 couplets construits sur le même principe, une proposition conditionnée par la même affirmation, rédigée dans des termes différents. Ainsi, le premier couplet, qui peut se chanter sur l'air répertorié par Ballard de tout à l'heure, mais que tout le XIXe siècle chantera sur un autre timbre. Messieurs, vous plaît-il d'ouïr l'air du fameux La Galice, il pourra vous réjouir, pourvu qu'il vous divertisse. Et 49 autres de la même ligne. Bien sûr, il s'agit ici d'un La Galice et non d'un La Palisse. La vie des 2 personnages est fort différente et la chanson ne contient pas le célèbre couplet. Mais La Galice, nous apprend les couplets, est mort au combat en Lombardie où se situe précisément Pavie. Voilà un argument convaincant pour conclure à l'identité des 2 personnages. La chanson est anonyme, mais il y a peu de doute sur sa paternité. Ernest d'Hervilly, en 1889, voit donc dans Lamonnois le chaînon manquant entre l'épitaphe, qu'il présume, et la chanson de 1717, qu'il modifie. L'académicien, pour ne pas souiller la mémoire du maréchal, aurait inventé le personnage de La Galice et prolongé sur 50 couplets le procédé. Un scrupule qui l'honore, mais si l'on sait que le livre de Lamonnois donne une série de clés qui ne figurait pas dans les Ménagiana d'origine et qui a suscité un scandale pour avoir mouillé les personnages de la génération antérieure, on se demande pourquoi il aurait épargné La Palisse plutôt que les personnages plus récents. En 1770, longtemps après la mort de Lamonnois, et comme le couplet parodique connaissait un vaste succès, ses éditeurs ont d'ailleurs établi le nom de La Palisse. Le mal est fait. Désormais, en 1770, désormais, les quatrains balourds stigmatisent le héros de Pavie dans une chanson enfantine, populaire, bientôt déclinée en images d'Épinal, les plus anciennes que j'ai retrouvées datant de 1863. Le substantif La Palissade fait son apparition en 1861 et l'adjectif lapalicien, plus rare, digne de La Palisse,
en 1954. En 3 siècles, la chanson n'aura pris qu'un seul couplet, 51 plutôt que 50, mais aura changé 3 fois d'air, plus des variantes. La stabilité des paroles, depuis la monnaie, est assurée par l'écrit, la musique suivant davantage les modes du temps. Voilà donc en 4 actes la comédie de la chanson. Son intrigue est-elle plausible? Chaque acte pris séparément pourrait l'être si on le débarrassait de quelques invraisemblances. Celle d'un chant composé par les soldats durant le convoi de retour, tout à fait anachronique, pour l'acte 1. Celle d'une épitaphe sur le tombeau, falsifiée, en acte 2. Celle d'une confusion entre 2 lettres, douteuses, pour l'acte 3. Celle d'un scrupule de la monnaie, hypothétique, pour l'acte 4. Mais même ainsi épuré, le récit multiplie trop d'hypothèses invérifiables pour être crédible pour moi. Peut-être un couplet ironique a-t-il circulé après la bataille et s'est-il étoffé au cours des siècles? Nous ne le saurons jamais. Mais cette théorie n'est ni la seule, ni la plus convaincante. Tout ce qu'on peut dire avant 1717, c'est que la Palisse est mort. On ne sait ni où, ni comment. Or, il n'est pas le seul à susciter des railleries. Il a eu des prédécesseurs qui ont échappé à la critique et qui m'ont incité à reprendre la recherche. Voilà pourquoi j'ai mis l'accent dès le titre sur la Palisse avant la Palisse, ce qui constituera ma deuxième partie. Elle nous mènera à rebours jusqu'à l'Antiquité romaine. Repoussons donc le temps. 1717 apparaît le refrain sur la Palisse dont le timbre semble circuler depuis 1673. Mais en 1712, paraissait l'oraison funèbre de mon ami Michel Morin, dont je vous ai déjà parlé, sous forme d'une chanson similaire. Le truisme est moins évident, mais l'incipit comme l'explicite sont identiques, ce qui ne peut être l'effet du hasard. Hélas, Michel Morin est mort en voulant dénicher l'épine. Et s'il ne fut pas chut si fort, il serait encore en vie. 20 ans plus tôt, on retrouve la même idée dans l'oraison funèbre de Jacques Belmine, œuvre d'un certain Jean Chapelon, prêtre de Saint-Étienne. Ce pastiche, composé vers 1693, a pu inspirer le cycle de Michel Morin. Belmine est lui aussi carillonneur et rédige un testament parodique que conclut une formule comparable. Enfin, la mort l'a pris à la fleur de son âge, s'il ne fut pas mort, il eût vécu davantage. Même fadaise, dans la bouche d'un valet dans une comédie de Haute-Roche en 1680, il est vrai, votre père aurait couru hasard de vivre plus longtemps s'il était mort plus tard. Ainsi que dans L'étourdi de Molière, 1655, où Anselme réagit de la sorte au décès de son compère, las, en si peu de temps, il vivait ce matin. Il s'agit donc au XVIIe siècle d'une plaisanterie facile qu'on attribuait à des villageois, des bourgeois, des valets de comédie. Elle caricature une réflexion naturelle. Dire qu'un mort était encore en vie peu de temps auparavant témoigne de l'étonnement lorsqu'on apprend la nouvelle. Qui de nous ne s'est écrié « Il est mort, je l'ai pourtant croisé ce matin ». Eh bien oui, mais ce matin, il n'était pas mort, il est toujours en vie. Dans une veine parallèle, le testament parodique de Pierre Dumollet, il n'était pas encore parti en voyage, peut-être que je vous en parlerai un jour, en 1617, appelle ses descendants à conserver sa mémoire, idée qui tient du paradoxe plus que de la palissade, mais qui s'inscrit dans la même tradition. Puis il espère qu'on dira de lui, je cite, « En dépit de la mort, il est encore en vie ». Je pense donc qu'une réflexion de bon sens a pu inspirer les épitaphes de Jacques Belmine, de Michel Morin ou de la Palisse. On peut bien sûr croire que la chanson les a inspirés et y voir une preuve de son ancienneté, en particulier pour celle de Michel Morin, je l'avoue, fort proche dans la forme et dans le temps. Mais aucune ne fait allusion à la Palisse, alors que les formules postérieures à 1717 n'y manqueront pas. Mais en fait, qui est ce La Palisse dont le prénom n'est jamais cité? Le maréchal, tout porte à le croire, ne sombrons pas dans l'hypercritique, même si le nom du héros n'est pas encore fixé. Mais la seigneurie de La Palisse appartient au XVIIe siècle à la famille de Guiche, qui utilise plutôt le nom de Saint-Gérand. Très souvent, vous verrez Saint-Simon parler dans La Palisse sans citer. Lorsqu'il parle de Saint-Gérand, il parle de La Palisse. Le nom de La Palisse n'est plus usuel. En dehors du Bourbonnais, que représente-t-il pour ceux qui n'ont pas en mémoire Pavie? Au mieux, un personnage de chanson,
Mais pour ceux qui ignorent l'histoire de France, la Palisse peut aussi bien être un valet de comédie, qu'on désignait volontiers par son lieu d'origine. N'oublions pas que la Palisse est d'abord une ville. On peut aussi le prendre pour un oblayon de fantaisie dont le fief se réduirait à une palisse, une palissade. La chanson aurait paru moins irrévérencieuse. La déconnexion avec le maréchal est d'ailleurs évidente dans certaines versions dans lesquelles le héros meurt de maladie ou en perdant la vie, et non devant Pavie, ce qui interdit toute confusion avec le grand homme. Telle est la version, par exemple, des images d'Épinal, où la Palisse est un gentilhomme sybarite, en costume du XVIIIe, vous pouvez le vérifier, qui meurt de maladie dans son lit après un repas bien arrosé, bien loin du héros de Pavie. Cette déconnexion avec le maréchal m'intéresse, elle est donc évidente, et on pourrait envisager qu'un personnage fictif du même nom soit apparu avant son identification au maréchal. Ce n'est pas une hypothèse de ma part, certains lexicographes ont cru en effet en trouver trace chez Rabelais. Dans le quart-livre, si vous vous souvenez, les deux chicanous sont morts parce qu'on leur a taillé le moine par le cou. Expression énigmatique que l'écuyer gymnaste traduit laborieusement par pendre et étrangler la personne. Et frère Jean le raille aussitôt, vous en parlez comme Saint Jean de la Palisse. Il ne s'agit donc pas ici du maréchal, parce qu'il n'y a pas du maréchal ici, Jacques de la Palisse, qui n'est ni Jean ni Saint. Rabelais explique d'ailleurs que la Palisse est une syncope de l'Apocalypse, avec assimilation régressive du P au S. Vous en parlez comme Saint Jean de l'Apocalypse stigmatiserait un discours obscur. Pourtant, un de ses éditeurs, Jacques Boulanger, ne doute pas que, je cite, ce commentaire nous donne l'origine de notre Monsieur de la Palisse. Fin de citation. Sans doute est-il bien trop affirmatif. L'ambiguïté syntaxique fait douter de l'existence même d'un genre de la Palisse. On doit plutôt comprendre, vous en parlez comme Saint Jean parle de l'Apocalypse. Cette hypothèse mérite cependant qu'on s'y attarde. D'abord parce que Jacques Boulanger, 16e renommé, ne parle pas à la légère et que certains linguistes l'ont suivi. Ensuite, parce qu'elle est la seule à considérer que, dès l'origine, l'allusion ait pu être goguenarde. J'ai tendance à le croire aussi. À l'époque de Rabelais, le nom de la Palisse est encore prestigieux. La déformation de l'Apocalypse en la Palisse ne peut passer inaperçue. D'autant que la mort de la Palisse est singulière et a pu marquer les esprits. Son cheval est tué sous lui et il continue à combattre à pied lorsqu'il est capturé par un capitaine italien. Survient un Espagnol qui envie le prix et l'honneur d'un tel prisonnier, ne pouvant l'obtenir, il le tue par dépit d'un coup d'arquebuse. L'anecdote est rapportée en 1557 par un auteur espagnol. Qu'ont pu dire les Français qui ont vu leur chef emmené captif et qui apprennent sa mort? Qu'au moment où il s'est rendu, il était encore en vie. La banalité a pu faire sourire et circuler, non comme une épitaphe ni comme une chanson, mais comme une bonne blague. C'est trop peu cependant pour confirmer cette dernière piste. Après avoir dénoncé les approximations historiques, je ne vais pas tirer de mon chapeau une solution tout aussi fumeuse. Je veux simplement montrer que si on laisse l'imagination l'emporter sur la critique, d'autres récits sont possibles. Un personnage littéraire, inspiré peut-être d'un personnage historique mais qui s'en distingue aussitôt, peut s'être signalé par des balrouillises sans qu'il soit besoin d'invoquer une chanson de soldat présumée, une épitaphe perdue, une erreur de transcription non attestée. D'autant que ces naïvetés de langage sont bien antérieures au XVIe siècle, si l'on se donne la peine d'en remonter la piste. La plaisanterie sur la solennité de la mort apparaît déjà chez Claude. J'ai vu emporter un mort, on dit qu'il vivait encore il y a peu. Udum vidit mortuum efferiforast, modo eum vixisse agiebant. N'en cherchons la source que de la nature humaine. Quant à la palissade, que la Monnoëlle nomme style niais, elles sont attribuées depuis le Moyen-Âge aux classes populaires. On en trouve parmi les proverbes prétendument paysans, mais qui ressortissent à la culture lettrée. Certaines tiennent de la pétition de principe. Il ne dit mi voire qui ment, il ne dit pas vrai celui qui ment, qui dit bien ne dit mal. D'autres
ressortissent à la tautologie, Charles fut Charles et Ogier fut Ogier. Lui c'est lui, moi c'est moi, pourrait-on parodier. L'une d'entre elles, terrible par sa funèbre évidence, renvoie peut-être aux deux morts du corps et de l'âme, qui ce oxy doit mourir. Ajoutons au dossier une formule qui sert de conclusion à des contes populaires. Si en France les héros vivent heureux et ont beaucoup d'enfants, en Allemagne, en Russie, dans les Highlands, ils seraient encore en vie s'ils n'étaient pas morts. La plus ancienne attestation se trouve chez les frères Grimm en 1812, Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch. La collecte tardive nous empêche de voir formellement la source de notre chanson, mais pour la retrouver dans un aussi vaste périmètre des Highlands aussi au XIXe siècle, il faut que la tradition ait été ancienne. Vous n'en tirerez pas argument, car il n'est pas exclu que le succès d'une chanson française ait suffi à répandre la plaisanterie à travers l'Europe comme une traînée de poudre. En tout cas, les auteurs comiques du XVIe et XVIIe siècle se sont montrés friands de ces naïvetés éternelles qu'ils pensent issues du peuple. Chez les personnages d'un niveau social supérieur, elles témoignent d'une candide simplicité. Rabelais met ainsi dans la bouche du juge bridois, atteint de démence sénile, une maxime de droit qui tient de la palissade, mais qui le sauve de son procès. Chez Gabriel Chapuis, 1584, une expression digne de la palisse, la besogne faite n'est plus d'affaire, fait tellement rire les parents d'une jeune fille enceinte qu'ils en oublient leur colère. En revanche, la moquerie peut devenir cruelle. Une satire burlesque en 1598 raille un capitaine pusillanime, et s'il eût pu prendre la ville en courant, il était dedans. Béroald de Verville, Bautroche, Scarron m'ont également fourni de beaux exemples. Je ne relèverai que quelques exemples chez ce dernier, chez Scarron. Quiconque ne le voudra croire prendra la peine d'en douter. Quand on s'est tendu un moment, on ne veut plus faire autre chose. La première assertion est une authentique la palissade, la seconde ressortit plutôt au truisme. Mais toutes deux appartiennent au style niais. Pourquoi tout à coup cet engouement pour les évidences ridicules? Il faut le restituer dans son contexte. À l'époque de la disputatio théologique, puis sous le règne de la raison, le style niais souligne le caractère arbitraire et despotique des doctes arguties qui, bien souvent, ne servent qu'à démontrer ce que l'autorité enseigne ou ce qui conforte le pouvoir. Il entre alors dans un réseau de dénonciation qu'ont développé Rabelais, Béroald de Verville ou Tabourot des Accords, en jouant sur tous les ressorts du langage et du raisonnement. Le burlesque est une révolte contre un usage despotique et hypocrite de la logique, contre ces guerres scolastiques dans lesquelles, dit le Seigneur des Accords, chacun argumente pour sa propre utilité. La dialectique, s'insurge Rabelais, permet d'accepter toutes les propositions en soumettant leur réalisation à une conditionnelle, si Dieu le veut, simulé volet. C'est ainsi que j'aimerais voir la palissade d'origine. Un sursaut de bon sens chez les auteurs burlesques contre les raisonnements abusifs et partisans des sorbonnicoles de tout poil. Foin de vos syllogismes qui ne servent qu'à consolider vos droits, pourrait-on paraphraser, il vaut mieux une solide évidence, celle des proverbes et les contes pour enfants. Lorsque le caractère subversif du style niais est disparu, il ne resta plus que la niaiserie. Bien sûr, cela reste une hypothèse parmi d'autres, comme la légende actuelle d'une chanson ancienne peu à peu déformée, qui reste plausible à défaut d'être démontrable. Mon but n'est pas d'arriver à une vérité historique définitive, mais à l'inverse, de montrer combien nos certitudes doivent sans cesse être mises en question. Le principal est que la vérité ne soit pas un mensonge, aurait dit la palisse. Cette étude m'a enfin amené à m'interroger sur des termes considérés comme synonymes des vérités de la palisse. Mon but était au départ d'en distinguer les nuances dans une troisième partie. Je le ferai brièvement. Les définitions diffèrent trop d'un dictionnaire à l'autre, sans compter les variations historiques et la prolifération des définitions sur Internet, pour en faire une étude exhaustive. Lorsque la Monnaie, en 1715, attire l'attention sur ce style de formulation, il a à sa disposition une série de termes plus ou moins barbares, récemment introduits dans la langue. Tautologie, 1521.
Périssologie, 1521, Bathologie, 1559, Pléonasme, 1571, auquel on ajoutera par la suite le truisme, 1828, et bien sûr la palissade, 1861, sans parler de la pétition de principe définie depuis Aristote. Un érudit comme Lamonnois devait connaître les termes antérieurs. Pourquoi dès lors recourir à une expression nouvelle et fort peu académique, un style, je cite, qu'on pourrait fort bien, se semble, appeler le style niais. À coup sûr, il s'agissait à ses yeux d'un concept distinct. Qu'est-ce qui dès lors fait la spécificité de ce style niais par rapport aux autres formes de redondance? Les emplois, comme les définitions, apportent plus de confusion que de distinction, je n'y attendrai pas. Heureusement, Lamonnois contextualise l'expression et en donne 50 exemples dans les couplets de sa chanson, ce qui permet une approche statistique. Constatons d'abord le paradoxe, sinon l'antinomie entre les deux termes. Le style suppose une recherche esthétique. Nier renvoie à la naïveté, une expérience de Mozo-Oni. On peut comprendre que l'académicien entendait par là cette fausse simplicité que l'on prête au milieu populaire, depuis la sagesse du vilain médiéval, mais maniée par de vrais écrivains. L'important, c'est qu'il s'agit bien d'un style, d'une forme de burlesque que Lamonnois souhaite ajouter à la classification proposée auparavant par Naudet. Il ne s'agit donc pas d'une erreur, mais d'un effet comique voulu. A l'inverse, la palissade se caractérise aujourd'hui par le sens qu'elle véhicule, non par l'effet de style recherché. Les dictionnaires que j'ai consultés y voient une affirmation, une réflexion, une évidente vérité, une niaiserie de pensée, donc, plus qu'un style niais. Ce glissement de sens tient sans doute au fait qu'on épingle désormais les lapalissades involontaires qui témoignent d'une faiblesse de raisonnement, d'un manque de réflexion ou de culture et non d'une volonté burlesque. Occupons-nous donc dans un premier temps des figures de pensée. Bien des formules aujourd'hui présentées comme de la palissade ne sont que des lieux communs. Vieillir n'est pas drôle, bon, il faut vivre dans l'illusion de pouvoir vivre, je ne vois ici aucune palissade, mais des clichés. Je rangerai aussi au rayon des banalités le truisme, forgé en anglais en 1708, sur l'anglais en 1708, en anglais en 1708, sur l'adjectif true, et entré en français en 1828. Il est défini par le Trésor de la langue française comme une vérité trop évidente pour devoir être énoncée et souvent considéré comme un synonyme de la palissade. L'effet peut être comique, comme le célèbre truisme de Jacques Prévert dans L'affaire est dans le sac. On ne fait jamais d'erreur sans se tromper. Le truisme repose sur un raisonnement simpliste, chaque terme impliquant l'autre dans sa définition. Or, plusieurs exemples donnés pour la palissade par des auteurs modernes me semblent plutôt des truismes, le vainqueur a remporté la victoire, etc. De même, la pétition de principe est une erreur de raisonnement, non une figure de style. Aristote en décortique longuement le principe et classe parmi les vices du syllogisme cette démonstration d'une chose par elle-même. Quelques la palissade qui se veulent démonstratives en sont proches, y compris chez Lamonnois. Celle-ci, par exemple, qu'il semble avoir emprunté à Rabelais, par un discours sérieux, il prouva que la berlue et les autres mots des yeux sont contraires à la vue. On peut en effet y voir un faux syllogisme sous-jacent. La berlue est une maladie de la vue. Or, ces maladies sont contraires à la vue. Ici préside la pétition de principe, donc la berlue est contraire à la vue. La différence est patente. La pétition de principe fait hausser les épaules, le couplet fait rire. Son but n'est pas de repérer un vice de raisonnement, mais d'établir une complicité avec l'auditeur, d'où son caractère subversif. Le style niais se situe en fait à la frontière entre figure de pensée et figure de style. Lieu commun, truisme, pétition de principe ne peuvent donc être assimilés au lapalissade, car ce sont des figures de pensée, des niaiseries, pas de style niais. Qu'en est-il des figures de style? Les 50 couplets de Lamonnois présentent une spécificité syntaxique, quantifiable. Ce qu'on peut rappeler des lagalissades, puisqu'il s'agit de lagalis, formule de deux manières différentes une même idée. Or, la majorité d'entre elles, 41 sur 50,
établit entre ces deux formulations un rapport de dépendance par une proposition subordonnée ou un complément circonstanciel. Très peu ont recours à l'attribut ou au complément d'objet. Un rapport d'application s'établit ainsi entre l'apparition des deux phénomènes, le plus souvent par une succession temporelle, 24 cas, ou dans la simultanéité, 17 cas. Le rapport le plus fréquent est de condition, 15 cas. Mais on trouve également une cause, une conséquence, un but, une concession. La conjonction qui revient le plus souvent est si. S'il eût été condamné, il eût perdu son affaire, il n'eût pas eu son pareil s'il eût été seul au monde, etc. Les 18 autres expriment la simultanéité entre deux événements identiques dont l'un implique l'autre, ce qui rend la simultanéité proche de la condition. Il se purgeait seulement quand il prenait médecine, il ne manqua de rien dès qu'il fut dans l'abondance, etc. Voilà ce qui distingue, me semble-t-il, la lapalissade de la tautologie. Celle-ci, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, définit une notion par elle-même, par le principe d'identité entre sujet et prédicat. Un sou est un sou, les affaires sont les affaires. Comme la lapalissade, c'est une invocation à la simplicité qui oppose l'évidence aux ratiocinations intellectuelles, d'où pour Barthes son caractère poujadiste dans les mythologies. Par ailleurs, la tautologie affirme une identité par prédication, donner, se donner, quand la lapalissade, au sens strict, introduit un rapport circonstanciel, condition, conséquence, simultanéité. Ce rapport de cause à effet, de condition, de simultanéité, qui implique le plus souvent deux propositions ou deux groupes nominaux, distingue la lapalissade d'autres types de redondance, le pléonasme, la périssologie, la pathologie, qui ajoutent eux aussi des mots inutiles à une idée déjà clairement exprimée sans aucune hiérarchisation. Le pléonasme ajoute un déterminant de même sens que le terme qui détermine, monter en haut. La pathologie juxtapose des expressions interchangeables. Elle a raté un examen, elle a échoué. La périssologie ajoute des mots inutiles dans une même proposition, un ouvrage rempli de beaucoup de beaux traits. Dans tous les cas, on duplique la même idée sans introduire de rapport logique entre les termes. En conclusion, la hiérarchisation entre les deux termes de la redondance, en particulier par une subordonnée d'hypothèse, me semble le propre des vérités de la palisse. Il s'agit au départ d'une figure de style. Prenons une lapalissade classique. S'il avait vécu célibataire, il n'aurait point eu de femme. On peut la convertir en pléonasme, un célibataire sans femme, en pathologie, il a vécu célibataire, il n'a pas eu de femme, ou en périssologie, célibataire, il a vécu sans femme. Le sens ne s'en trouve pas affecté. On retrouve en tout cas cette construction hiérarchisée dans les classiques du théâtre, du cinéma et de la chanson. J'ai recensé une dizaine d'œuvres qui parlent de la palisse, la plupart fort heureusement oubliées. Mais on passe encore le film de Christian Jacques, François Ier, 1937, où Fernandel, retournant dans le passé armé d'un petit Larousse, se voit confronté à la palisse interprétée par Charles Montier. Si tous ces gens-là voulaient bien s'en aller, il y aurait beaucoup moins de monde, se plaint ce dernier, qui ponctue ses répliques d'un « Ah » définitif. Et comment oublier le monsieur de la palisse, enregistré en 1946 par Henri Salvador avec l'orchestre de Reventura. Si tous les hommes ne pouvaient plus travailler, comment ferait-il pour se reposer? Puissante vérité que votre serviteur va aussitôt mettre en pratique, à condition bien sûr qu'il ait terminé sa communication. Ah.